bonjour. Nous sommes aujourd'hui avec Vincent Henry, qui est le créateur de la boîte à bulles, et Octavie Udave, qui est donc attaché de presse, Pierre-Marie Rouanel, qui s'occupe des relations publiques, et Morgane Jandot, qui est donc graphiste. Tout d'abord, est-ce qu'on pourrait déjà commencer par parler de la création de la maison d'édition, Vincent, qui est plutôt, on va dire récente dans un sens, mais en même temps, pas tant que ça quand on connaît l'édition française et surtout l'édition indépendante. Comment s'est passée cette création, Vincent, et est-ce que vous pouvez nous présenter également votre équipe? Oui, bonjour. Alors, la maison d'édition, je l'ai créée il y a maintenant 17 ans quand même. J'étais plus jeune. Euh, à la base, j'étais journaliste bande dessinée. Bon, je faisais du conseil à côté. Et j'ai proposé à deux auteurs de les éditer. À deux, oui, c'est ça. Et dont Vanida, qui a fait l'immeuble d'en face après. Et ces auteurs m'ont fait confiance alors que je n'avais aucune expérience en tant qu'éditeur. Comme il m'avait dit oui, ben, j'étais obligé de monter une maison d'édition. J'ai monté ça avec un groupe de copains. On a pas mal travaillé en bénévolat dans une première phase. Il y avait un des actionnaires de la boîte qui a fait le site internet, l'autre qui faisait la compta, un troisième qui m'aidait dans l'éditorial. Enfin, voilà, chacun a amené sa pierre à l'édifice. Ça a été une aventure collective comme ça. Progressivement, chacun a eu un boulot qui l'a pris plus et la boîte à bulles a commencé à un peu se développer et donc on a pu se professionnaliser. J'ai dû commencer à embaucher au bout de 6 ans ou 7 ans, un truc comme ça. Et maintenant, on a une équipe. Alors, depuis 2017, en fait, notre équipe maintenant est proche des Humano. Il y a eu un rapprochement donc, entre les deux sociétés et on partage un certain nombre de fonctions. Donc les fonctions qui restent totalement spécifiques sont les fonctions éditoriales, donc avec moi en tant que responsable éditorial, et Morgane Jandot qui est ici, qui travaille avec moi depuis quoi, 2-3 ans. Et vas-y, rectifie Morgane. Non, depuis 3 ans. Depuis Voilà. 2017, depuis le rapprochement avec les Humano. Et qui s'occupe de tout ce qui est maquette, graphisme, maintenant en relation avec les imprimeurs de plus en plus, j'ai réussi à m'en débarrasser. Voilà. Et depuis 2 mois, il y a un assistant éditorial qui s'appelle Alex, qui n'est pas là ce soir, qui essaye de me sortir la tête de tous les projets qu'on reçoit et qu'on n'arrive pas à traiter. Et donc, côté humano, on a une équipe mixte. Alors, il se trouve que Octavie est considérée comme boîte à bulles sur sa feuille de paye, et Pierre-Marie ne l'est pas, mais c'est pas très, très important. Octavie est là depuis un peu plus d'un an, elle est arrivée en juin 2019. Tandis que Pierre-Marie est arrivé en plein confinement. Et je vais les laisser un peu présenter leur travail respectif. Allez. Tu veux commencer, Octavie, ou j'y vais? Je me lance. Donc moi, je suis Pierre-Marie. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis arrivé le 1er avril, donc en plein confinement. Auparavant, j'étais chez Delcourt Soleil, donc en équipe marketing. Je suis resté 3 ans là-bas et donc je suis arrivé à la boîte à bulles et aux Humano. Sous deux casquettes en fait, en réalité, parce qu'il n'y a pas que les relations publiques. D'un côté, une casquette commerciale où je fais tout le relais avec la diffusion et la distribution pour la mise en vente des livres. Et de l'autre côté, on va dire, supervise un pôle relations publiques, donc qui se divise principalement en deux axes, donc les relations librairie, normalement prise en charge par un responsable des relations libraires, mais donc une personne qui est partie récemment de l'entreprise et dont je reprends les missions en direct en attendant. Et le deuxième axe
principal, c'est la presse. Et donc là, c'est donc Octavie qui est en charge de ça. Et donc ensemble, on travaille sur ces axes de promotion. Et la troisième pierre dont on se charge tous, donc Octavie et moi, à 50-50, c'est tout ce qui est événementiel, bien sûr. Donc participation au festival, mais pas que, dédicaces et autres. Voilà. Et donc je laisse Octavie détailler son poste. Bonsoir tout le monde. Alors, mon titre, c'est attaché de presse, parce que c'est vrai que je m'occupe essentiellement des relations presse, donc tout ce qui est relations avec les journalistes et les blogueurs. Mais j'ai aussi d'autres missions qui concernent la communication. Donc, ça peut être une partie réseaux sociaux, participation à des prix, l'événementiel en partie aussi, quand on a des stands sur des salons, par exemple. Et aussi, et ça c'est la particularité de la maison, des livres qui arrivent donc dans nos stocks à Paris. Et il faut gérer ce flux-là, ce qui n'est pas toujours évident. Donc envoyer les exemplaires aux auteurs, aux structures qui nous soutiennent, en plus évidemment des journalistes et des libraires à qui on envoie des services de presse. Voilà, globalement c'est ça. Ça peut être aussi participer à des événements professionnels, des rencontres. Je pense notamment au speed editing de BD Boom. Ça, c'est assez représentatif. Donc finalement, c'est assez large, même si c'est quand même essentiellement des relations avec les médias. Et quant à vous, Morgane? Alors, bonjour à tous. Moi, comme l'a dit Vincent, donc, je m'occupe essentiellement des maquettes des livres. Je reçois les visuels, les planches, les dessins, les fichiers informatiques, enfin, ça dépend des auteurs. Et je fais en sorte de faire le livre final. Et je m'occupe aussi de la partie fabrication, la relation avec les imprimeurs, et aussi une partie référencement de nos livres auprès de notre diffuseur et de notre distributeur, et de mettre à jour le site internet de la boîte à bulles. Voilà, globalement, c'est à peu près tout ce que je fais. Je rebondis sur ça justement, Morgane, par rapport aux couvertures notamment. Comment les travaillez-vous? Vous les travaillez avec les auteurs ou au contraire, c'est quelque chose de propre à la maison? Alors, on les travaille avec les auteurs. Après, comme on est en relation avec les Humano, on travaille avec le directeur artistique des Humano qui est à Los Angeles, donc qui lui chapeaute un peu tout ça. Et on travaille avec les auteurs, on travaille avec la graphiste aussi des Humano, avec Vincent, et avec également Camille, qui est l'éditrice aux Humano. Donc on est tous en concertation, et avec les auteurs aussi bien sûr, pour essayer de faire la meilleure des couvertures possibles. Comment faire les couvertures? Voilà, c'est souvent compliqué entre ce que l'auteur veut, ce qui attire à l'œil, ce qui est le plus représentatif de la bande dessinée. C'est un consensus à trouver entre tout le monde pour essayer de faire quelque chose de plus abouti possible. Et on sans précisera que le consensus éteigne la couve, parce que des fois on trouve un consensus et c'est un consensus mou. Il faut une couve, il faut vraiment qu'elle révèle le contenu, qu'elle soit attirante. Et des fois, les auteurs ont une super idée, mais nous, on considère que ça ne révèle pas le contenu. Donc, du coup, non seulement Morgane, Jerry, etc., travaillent le graphisme, mais on a aussi beaucoup d'allers-retours, même sur le fond elle-même de la couverture. Avec cette difficulté que n'ont pas sans doute les éditeurs de romans, qui est que tous nos dessinateurs sont des graphistes en puissance, au sens où ils pensent qu'ils sont graphistes. Certains le sont réellement, même voire professeurs agrégés de graphisme, etc. Donc, chez nous, c'est très galère. Et la formule qu'on a actuellement avec Morgane, Jerry, etc., est pas mal parce que on arrive à avancer et on arrive à faire poids face aux auteurs. Le fait de dire, attention, il y a le gourou de Los Angeles, ça marche bien. C'est sûr qu'il a plus de poids que moi, bizarrement. Alors qu'ils ne connaissent pas, hein, mais c'est juste... voilà. On précisera que les Humano sont un diminutif des humanoïdes associés. Alors, je ne sais pas si le nom a changé. Est-ce qu'on reste sur les Humano? Alors, en fait, la société, c'est Humanoids, qui est américaine. Donc, Humano a l'avantage, en plus de faire appel aux deux,
Et en France, c'est humanoïde associé, diminutif humano. Enfin, comme nous, la boîte à bulles, c'est la BAB. Alors justement, sur ce nom, pourquoi ce nom de boîte à bulles? Et est-ce qu'on peut déjà alors résumer l'éditorial en bande dessinée est plutôt difficile parce que votre champ de lecture est plutôt vaste, clairement. Mais comment définiriez-vous la boîte à bulles? Non, c'est assez simple. Alors, le nom, à la base, il y avait une idée à la base de faire quelque chose sur Internet. Enfin, c'était le 2003, là encore, la bulle Internet. En fait, il y a une entreprise qui l'a réellement fait après qui s'appelait Manolo Sanctis, mais qui a coulé très vite. Donc, pour moi, la boîte à bulles, c'était un peu la boîte à images, quoi. D'où le nom à la base. Non, la ligne éditoriale, elle est assez simple à définir. Alors, il y a la façon provocative, qui est tous les malheurs du monde. Et ça résume à peu près 60-70% de nos livres. Donc, quand on fait de l'humour noir en interne, on se dit ah, celui-là, il est. Bon, il y a Octavie qui va me faire des soirées torture, des soirées. Voilà. Donc, on est beaucoup sur l'Afrique, le Moyen-Orient, enfin, partout où il y a des choses. Voilà. De façon plus polissée et plus englobante, on est autour de l'intime, le témoignage, le voyage, la biographie, l'autobiographie, l'historique, enfin tout ce qui est proche de la vie réelle, on va dire. On a très très peu de bandes dessinées qui soient de la bande dessinée avec une dramaturgie classique d'aventure. On a quelques exceptions, mais qui sont en général des évasions poétiques, des choses un peu psychologiques. Je prends le chat du kimono qui effectivement est plus tous les malheurs du monde. Voilà. Mais la deuxième dimension qu'il y avait à la création de la boîte à bulles, c'était l'envie de donner leur chance à des talents un peu différents, un peu rares. Donc, Nancy Peña a un style très particulier, une vraie patte. Où dernièrement, on a fait le premier album d'un garçon qui s'appelle Antoine Breda. Vous pouvez regarder, c'est très très particulier. Ou Tiffany Van de Ginst. Voilà, il y a des gens qui ont une vraie poésie, qui ont un propos. Alors, généralement plutôt quand même autour de l'intime, du témoignage, mais aussi on aime bien qu'il y ait cette poésie, ce décalage par rapport à une bande dessinée plus classique. Et concernant le public visé, j'ai vu que vous faisiez de la jeunesse. Alors, c'est peut-être parce que j'ai fait une école de commerce à la base, mais les notions de public visé, de cible, etc., me sont assez étrangers, paradoxalement. Ce que je veux dire, le public visé au global de la maison d'édition, je le constate, c'est pas vraiment, il n'y a pas à la base une démarche. Globalement, les gens qui nous lisent, je disais une statistique là, les romans graphiques, témoignages, etc., c'est quand même très féminin, au sens où les femmes sont à peu près majoritaires, alors que normalement, dans la bande dessinée, elles sont très minoritaires en lectrices. Et quand on rencontre sur les salons, les gens, c'est très souvent des gens assez impliqués, assez militants et tout ça. Ce qui pose d'ailleurs un problème, c'est que du coup, on s'adresse à des gens qui sont moins riches que si on prenait des trucs plus arty, plus le fait d'être dans le témoignage, le ressenti. On peut moins monter les prix que si on fait un livre hyper arty, regardez-moi comme c'est branchouille. Voilà, et on intéresse beaucoup de provinciaux, quasiment plus que en proportion. Les éditeurs indépendants qui sont plus dans une ligne éditoriale arty sont plus parisiens que nous, qui sommes plus dans toutes les grandes villes de province. Alors, ma question résidait plutôt dans l'âge du public. J'aurais peut-être dû préciser ma question par rapport à l'âge de ce public-là. J'ai vu que, par exemple, pour les petits génies, on se situe peut-être un peu plus dans des zones, entre guillemets, plus enfantines que d'autres. La bande dessinée peut intervenir à n'importe quel âge, bien sûr, mais justement, par rapport à cela, où vous situez-vous? Alors, en fait, le cœur du catalogue, il se situe clairement vers les adultes. Généralement, nos livres, quand on cherche les âges, c'est au minimum 14-16 ans. Et je pense que pas mal de lecteurs ont autour de la trentaine, voire certaines lectrices de romans qui découvrent par un thème et après continuent et qui sont plutôt 40-50 ans. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'ai travaillé avec un auteur qui s'appelle Philippe Coudray,
et son frère Jean-Luc, sur des BD adultes, qui s'appelaient Théocrite, des choses comme ça. Et Philippe était aussi l'auteur de L'Ours Barnabé, qui est une BD fabuleuse, qui avait été abandonnée par son éditeur Mango. Et donc, j'ai créé une collection pour accueillir l'ours. Donc, en fait, c'est comme ça que ça s'est créé. Il n'y a pas de plan, réflexion, oh là là, il y a un créneau marketing à occuper. Pas du tout. C'est juste, j'ai adoré travailler avec Philippe. Ce qu'il fait est génial et ça me faisait plaisir de créer une collection autour de l'ours Barnabé. Du coup, dans nos BD jeunesse, on essaye toujours d'avoir un double niveau de lecture. On essaye que ce ne soit pas des bandes dessinées pour gamins, mais que ce soit des bandes dessinées sur lesquelles les parents vont voir un deuxième degré. L'ours Barnabé, il y a des gens de 60 ans, 50 ans qui achètent les intégrales parce qu'ils adorent ça, quoi. Et on essaye que dans toutes les BD, par exemple, moi j'en ai fait une qui s'appelle Loulou ne veut pas grandir. J'ai essayé de mettre des clins d'œil qui pourraient rire, enfin qui feraient sourire ou se reconnaître les parents. Voilà. Donc notre collection jeunesse mal aux images, elle est normalement plutôt double niveau de lecture. Et par exemple, sur les petits génies, le petit Léonard de Vinci ou le petit Mozart, si on compare par exemple à la série très connue de Léonard, William, il a travaillé d'après des éléments historiques. Donc on est dans une bande dessinée qui a quand même une dimension, pas pédagogique, mais qui fait de l'humour sur des faits réels. Alors je dis pas que le chien de Mozart faisait des crottes sur une partition écrite par terre sur Mozart, mais globalement les parents, l'époque, le chemin de vie que ce soit de Mozart ou de Vinci, c'est le vrai. Et c'est en ça que voilà, ça s'inscrit bien dans ce qu'on fait comme œuvre un peu jeunesse tout public. On essaye que c'est un fond, que voilà. Alors, il y a une question de Manon justement dans le chat qui ne peut pas parler concernant les collections contre-cœur, contre-jour, contre-pied. Est-ce qu'il y a une explication particulière là-dessus? À la base, j'ai essayé de décliner tout ce qui était toutes les collections en faisant des jeux de mots sur contre. Donc contre-pied, c'est de l'humour, contre-jour, c'est des dessins en noir et blanc, etc. etc. Et contre-cœur, ce sont des récits à la base autobiographiques. Donc maintenant, ils sont biographiques, autobiographiques, enfin, c'est du non-fiction, comme on dirait. Sauf que entre 2003 et maintenant, les collections ont disparu. C'est-à-dire, si vous regardez la plupart des éditeurs, on ne reconnaît pas les collections. Et premier élément. Et deuxième élément, la boîte à bulles est devenue un éditeur avec cette ligne éditoriale à peu près identifiée de non-fiction, de témoignages de tous les malheurs du monde. Et du coup, l'importance des collections est devenue très très relative. Donc on nous demande d'en mettre, on en met. Mais si vous prenez un livre, les seuls qu'on identifie un peu, c'est les contre-cœurs. Je ne parle pas des jeunesses, hein, mais sur les adultes, la 4e de couve est différente. Mais c'est tout. Donc maintenant, de plus en plus, chaque livre est un objet en tant que tel. Donc nous, quand c'est des témoignages et qu'on sait que les gens vont plutôt l'acheter en témoignage, on va rester dans des livres simples, souples, brochés pour que les gens puissent le lire dans le métro, dans le transport, etc. Dès qu'on va avoir des choses avec un dessin un peu plus sophistiqué et plutôt fictionnel, on va faire des livres cartonnés plus des beaux objets. Voilà. Mais il n'y a plus vraiment de notion de collection. Ok. Anne-Sophie? Bonsoir. En fait, je me demandais si c'était vous qui alliez chercher des auteurs parce qu'il y a tel événement, je ne sais pas, la mort de de Léonard, par exemple, on veut fêter l'événement, ou alors est-ce que ce sont les auteurs qui vous envoient leurs planches, je pense qu'on dit ça comme ça, et en fonction de ça, vous choisissez ce qui rentre dans votre ligne ou pas, dans vos budgets, dans vos contraintes, en fait. Alors, si c'était la première approche, je serais vraiment nul. Parce qu'il se trouve que le petit Léonard, on l'a sorti l'année après l'année Léonard. Voilà. Donc, à 90% du temps, c'est les auteurs qui viennent vers nous. Alors, quand je dis auteur, il y a 3 cas. Il y a l'auteur ou le groupe d'auteurs qui arrive avec son projet. Vous avez le scénariste qui arrive avec un projet à qui on cherche un dessinateur. Et maintenant, on a le témoin qui voudrait s'exprimer en bande dessinée, à qui on trouve un scénariste et un dessinateur.
C'est-à-dire que de plus en plus, nous, on est en train de remonter en amont jusqu'au témoin, ce qui nous permet, parce qu'en fait, avant, quand quelqu'un voulait faire du témoignage, il avait le choix entre la boîte à bulles et Futuro. Donc s'il était connu, il allait chez Futuro, si c'était un auteur connu, et si c'était un auteur moins connu, il allait à la boîte à bulles. C'est à peu près comme ça le jeu. Maintenant, des œuvres comme on fait la boîte à bulles, il y en a partout, chez Dargaud, Delcourt, même chez Glénat, Marabule, Steinkiss, etc., etc. Tout le monde en fait. Donc nous, comme on n'est pas les plus riches et les plus puissants, il faut qu'on reste sur notre créneau de militantisme, de livres un peu osés, que les autres auraient un peu peur de faire, ou qu'on aille en amont et qu'on capte directement une complicité avec quelqu'un qui a quelque chose à dire. Voilà, donc ça remonte de plus en plus. Seules exceptions, il arrive que je dise à des auteurs, tu devrais aller regarder par là-bas. Donc par exemple, on a 2 livres sur les lanceurs d'alerte qui sont en préparation. C'est moi qui discutais avec un scénariste copain, qui me disait tiens, je ferais bien un bouquin, tu aurais des idées. Et je lui dis moi, les lanceurs d'alerte, c'est un truc, je trouve que c'est eux qui font bouger le monde actuellement, il faut qu'on fasse des livres là-dessus. Voilà, donc ça peut être moi qui instille l'idée. Mais à la différence par exemple, de mes collègues humano, il est rare que je prenne un livre, que je dis tiens, il faut trouver quelqu'un pour l'adapter, il y aura un marché. Je suis pas très fort pour ça et puis je n'ai pas envie. Merci. Lorsque le témoin, justement, vient à vous, comment s'organise la quête, entre guillemets, du scénariste et du dessinateur? Est-ce que vous avez une sorte de liste agréée, pourrait-on dire, ou au contraire, vous avez une sorte de panel d'auteurs que vous avez déjà publiés? Sur les scénaristes, je joue pas avec des gens que je connais pas. Voilà. C'est-à-dire si j'ai quelqu'un qui arrive, qui me propose quelque chose, en général, très souvent, il a envie d'essayer de faire le scénario, donc il fait une première étape, on voit si ça passe ou ça passe pas. Certains n'ont pas envie, certains passent le cap. J'ai quelqu'un, par exemple, qui était le porte-parole de la francophonie. Quand le Rwanda a été choisi pour représenter la francophonie, ce qui est un peu scandaleux, Macron a magouillé là. Et donc lui, il m'a écrit un scénario, il est bon, donc du coup, je n'ai pas eu besoin de lui donner un scénariste. Idéalement, il faudrait trouver un dessinateur un peu mature en BD, justement, pour que ça fonctionne bien. Après, quand quelqu'un arrive avec une idée et que je cherche un scénariste, je prends plutôt des gens avec qui j'ai l'habitude de travailler, des gens qui sont intéressés par ce type de sujet, dont je sais qu'ils les traiteront bien. Donc, par exemple, j'ai une autrice, Anaëlle Hermans, dont j'adore l'écriture, avec qui j'aime beaucoup travailler, c'est très agréable, et qui est partie 8 mois en Afrique dans une association humanitaire. Donc quand j'ai des gens qui veulent témoigner sur des choses d'ONG, etc., généralement, je vais plutôt lui proposer à elle. Voilà. Ça se fait par affinité de sujets et des affinités individuelles du fait que j'aime bien travailler avec telle ou telle personne. Pour les dessinateurs, c'est plus compliqué. C'est-à-dire ? En fait, un dessinateur passe plus de temps, donc il est plus payé, donc déjà c'est un gros budget. Et en plus, quand vous cherchez un dessinateur pour un projet qui existe déjà avant de le recruter, il va forcément être moins motivé artistiquement et plus motivé financièrement. Donc déjà, le choix est plus difficile, c'est-à-dire que selon le budget qu'on est prêt à mettre dans le livre, il faut trouver la bonne personne. Il faut que le sujet l'intéresse. Alors, je vais vous prendre un exemple. J'ai un sujet donc sur une lanceuse d'alerte qui a lancé l'alerte sur un institut médico-pédagogique où il y a eu la maltraitance. Il y a des gens qui disent « Ah ouais, je veux le faire !» Ils ont lu le scénario, ils ont fait « Je veux pas le faire !» Voilà. C'est pas toujours. Il faut que le dessinateur se sente de passer 1 an avec le sujet. Donc il faut qu'il l'intéresse, qu'il le dégoûte pas, qu'il s'entende avec le scénariste, que le montant que je lui propose lui permette de vivre ou de s'arranger avec le reste, etc. C'est beaucoup plus compliqué de trouver le bon dessinateur.
C'est peut-être ça qui différencie le monde de la BD et de la littérature, c'est qu'on est quasiment que sur de la commande et qu'au final, la création vient peut-être pas en amont justement, mais en aval. Non, 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 alors non, c'est pas vrai, hein. Plus de la moitié, les 2 tiers des livres sont faits par des dessinateurs qui arrivent avec leur projet, hein. D'accord, ok. Non, Ok, non, j'avais non. compris. Il se trouve que nous, notre tendance, là, le changement, si on regarde l'inflexion, c'est d'avoir plus souvent des témoins qui arrivent. Mais sur les livres que je signe, je pense qu'il y a quand même lié à les 3/4 qui m'arrive avec un dessinateur et un scénariste ou une personne qui sait tout faire. D'accord, Non, tant mieux, tant mieux. je reste très. Enfin, en plus, moi, je préfère que ça arrive en équipe. Bien sûr, bien sûr. Martine? Bonsoir à tous. Moi, je voulais savoir comment vous faites pour exister en tant que maison d'édition indépendante de BD face aux gros mastodontes de l'édition de BD en France. Vous disiez tout à l'heure que justement les grandes maisons d'édition commençaient à éditer des BD qui allaient dans votre créneau, on va dire, d'édition. Donc, comment vous faites pour rendre visible votre maison d'édition en librairie ou en bibliothèque? Est-ce que c'est le succès qui fait qu'on vous voit, ou les prix? J'ai vu que vous aviez reçu différents prix au fil des années. Donc, comment vous faites pour faire vivre votre maison, en fait? Alors, la bonne nouvelle, c'est que comme les sujets sur lesquels on est sont un peu plus populaires, bah, on vend un peu plus. Par contre, effectivement, la difficulté, alors après, je laisserai peut-être parler les autres, mais une des difficultés, c'est que les auteurs nous sont shippés beaucoup plus vite. C'est-à-dire que certains auteurs qui, il y a 10 ans, auraient fait un bouquin chez nous, et j'étais sûr qu'ils faisaient le suivant chez nous parce que ce qu'ils faisaient était trop underground, etc. Maintenant, ils se font attraper beaucoup plus vite. Le dessinateur qui a fait le château de mon père n'avait pas fini le bouquin, enfin venait finir le bouquin, il l'est sorti, le lendemain il a Delcourt qui l'a appelé pour faire un autre livre. Donc là, ça c'est une grosse difficulté du point de vue des auteurs. D'où ce côté, je remonte un petit peu et voilà. Après, comment dire, vis-à-vis des lecteurs, pour qu'un éditeur existe, il faut que le lecteur ait au moins 3 ou 4 livres de la maison d'édition. Si quelqu'un a lu que Kaboul Disco, il ne sait pas ce que c'est la boîte à bulles. Si quelqu'un a lu que l'immeuble d'en face, il ne sait pas ce que c'est la boîte à bulles. Pour qu'il commence à avoir une idée de la boîte à bulles, il faut qu'il en ait 3, 4 ou 5. En dessous, il y a des gens qui disent « Ah, j'ai découvert que le bouquin que j'ai acheté il y a 6 ans, c'était la boîte à bulles. » Donc, il y a quelques personnes qui en ont plus, 5, 6 qui s'y attachent, et donc on essaye de communiquer sur les réseaux sociaux, etc. Après, la vraie question, c'est comment exister dans les librairies, comment exister dans les journaux. Dans les journaux, nos thèmes font qu'on est quand même relativement présent. Alors, plus dans les journaux sociaux, enfin, Octavie peut en parler, mais on a plus de facilité à être sur TV5 Monde, France 24 que sur RTL, quoi. Très clairement. On a une image sociale qui fait que sur tous ces médias-là, on arrive à passer. On n'a jamais eu d'article dans les Aéroculti depuis 10 ans, on n'a pas une image arty, voilà. Donc, on a certains médias où on arrive à communiquer. Et vis-à-vis des libraires, eh ben, l'existence même de Pierre-Marie, je ne voyais plus Pierre, prouve qu'on essaye d'investir pour que, rentre en jeu, les libraires ouvrent nos livres. Parce que quand il y a 3000 bouquins qui paraissent, le côté le libraire a aimé, le côté tiens, il me semble que tu fais du marathon, tu fais la course, il y a un super bouquin sur le marathon qui vient de sortir, ça fait monter les ventes. Et on a encore beaucoup à s'améliorer, mais la présence même de Pierre-Marie et tout le travail qu'il entreprend est dans cet objectif-là qu'on existe en tant que marque et que nos livres individuellement soient lus par au moins des libraires de l'équipe pour qu'ils le conseillent derrière. On a beaucoup de livres où on enrage parce que tous les gens qui les lisent, tous les journalistes qui les lisent, tous les lecteurs qui lisent « Ah, c'est génial !» Mais ils sont que 200 lecteurs, quoi. Ou 1000, j'en sais rien. Mais globalement, je ne sais pas, par exemple, on a sorti récemment Tic Tac Sap Sap, qui n'est pas un livre qui a été placé très bien en librairie.
Octavie peut dire, tous les retours de presse sont pour l'instant excellentissimes, les gens qui le lisent se marrent, sont contents, il y a de l'exotisme, il y a de la pertinence, tout ça. Mais les gens, quand ils vont en librairie, vont pas aller chercher directement un bouquin avec un nom bizarre par des auteurs inconnus qui parlent de Ouagadougou. Ou alors il faut trouver cela, mais c'est pas facile. Donc Octavie, tu veux... Si je peux ajouter quelque chose au niveau des médias, mais qui fonctionne, à mon avis, aussi au niveau des événements, des librairies, je ne saurais pas vraiment me prononcer, c'est qu'on a la chance d'avoir quand même régulièrement des auteurs qui sont assez implantés dans le milieu sur lequel ils écrivent. Donc, par exemple, pour Traducteurs afghans, les scénaristes sont 2 reporters. Ils sont allés plusieurs fois en Afghanistan, ils connaissent leur sujet et surtout, ils peuvent attirer toute une communauté. On a fait le lancement du livre au 61, qui est un bar de reporters qui viennent boire des bières, hein, très clairement. Ils ne viennent pas forcément travailler. Mais enfin, ils se retrouvent là et il y avait énormément de monde. Donc, c'est bien parce que d'un côté, ça nous assure une certaine légitimité. Et en plus, on peut atteindre une communauté qu'on a un petit peu du mal parfois à atteindre dans l'absolu. Donc j'espère en tout cas que sur certains sujets, la boîte à bulles est vue comme une maison d'édition qui sait de quoi elle parle. Ça, c'est important pour assurer notre crédibilité, pour que les journalistes me rappellent, me demandent à nouveau des livres, qu'est-ce qu'on sort dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et a priori, c'est ce qui se produit, donc je suis très contente de ça. Mais c'est vraiment, ça a son importance. Et la deuxième chose, c'est qu'on travaille aussi souvent avec des partenaires, des coéditeurs. Parce que j'allais y venir. Ouais. Ça dépend un peu des cas, mais le château de mon père, dont parlait Vincent, on l'a édité en partenariat avec le château de Versailles, qui est quand même le mieux placé puisque c'est l'histoire alors pas du château, toute l'histoire du château, mais il raconte la façon dont le château de Versailles a pu renaître de ses cendres grâce à un conservateur. Et en fait, le château de Versailles a poussé le livre en librairie, a inclus des planches originales d'Alexis Vitrebert dans son exposition dernièrement sur les relations entre la bande dessinée et le château. Et pareil pour Putain de vie, on l'a coédité avec Médecins du Monde. Et là aussi, Médecins du Monde a pu atteindre tout un public qui s'intéresse au sujet, mais pas forcément à la bande dessinée et pas forcément à la boîte à bulles, qui a eu le livre entre les mains, et on a eu énormément de retours positifs. Donc je pense que ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que, en plus, ces coéditeurs amènent de la crédibilité en général. C'est-à-dire que ce soit Versailles, il y a un conservateur qui a vérifié le livre, que ce soit Amnesty, etc., ou Médecins du Monde, à chaque fois, ces gens-là vérifient le livre, contactent des réseaux, soutiennent ou pas le livre, parce que des fois on a une mauvaise surprise, c'est que le livre tombe dans les oubliettes. Mais oui, et ça donne cette crédibilité-là. Et nos auteurs en général sont engagés dans la cause ou engagés, c'est leur vie. Donc on a des auteurs qui sont à la fois beaucoup plus porte-parole du livre et parfois plus agaçants parce qu'ils voudraient que tout se passe, etc. Donc on en a quelques-uns qui sont parfois durs à gérer, mais au global, ils poussent leur livre eux-mêmes. Là où un auteur qui fait un livre de commande va attendre la commande suivante plus rapidement que nous, ou les auteurs, un auteur comme Pascal Brisson se bat sur tous ses livres, parce qu'il croit à ce qu'il dit, quoi. Moi, c'est ce que j'allais rajouter pour ma part, c'est vraiment ce point sur les auteurs qui sont très impliqués, porteurs de leurs livres et qui, en fait, du côté librairie, par exemple, le schéma est le même, c'est-à-dire qu'ils ont un relationnel très fort, ils ont leur cercle aussi qui sont très développés d'avance. Et il n'est pas rare, en fait, que l'on vienne vers nous aussi, en fait, pour organiser des événements, pour organiser des dédicaces, puisque les auteurs sont connus des libraires, sont appréciés, se battent pour leurs livres, et donc ça nous permet en fait de pouvoir étendre le champ des possibles et de pouvoir travailler avec eux plutôt que de devoir tout faire aussi nous-mêmes à partir de zéro en fait. Et c'est aussi comme ça qu'on arrive à travailler sur la communication de manière assez massive en fait. Mais là où on a une difficulté, c'est que chaque livre ayant un sujet différent. Alors, on va parler 2 fois du Moyen-Orient au bout d'un an et demi, 2 ans.
Mais du coup, en termes de presse pour Octavie, en termes de trouver les lecteurs, quand vous parlez du marathon, la petite semelle, et qu'après vous passez aux prostituées, vous voyez bien que les gens intéressés par les deux sont pas forcément nombreux. Donc on est obligé de communiquer sur chaque thème. Alors, ça permet d'avoir plus de presse, mais ça demande à Octavie, à chaque fois, quand il y a un livre avec Octavie, on se dit quelle est la liste des journalistes qui vont être intéressés par le livre. La tête de mule qui va sortir, c'est une fille résistante guide de France pendant la Seconde Guerre mondiale. On va faire les journaux catho. Quand on fait les prostituées, on fait pas du tout le même type de journaux, quoi. Voilà, donc à chaque fois, on est un peu obligé d'aller chercher des cibles différentes. Oui, ça peut devenir une sorte de casse-tête au niveau de la prospection, puisque on peut cibler des médias qui s'adressent aux jeunes et qui parlent de telle thématique, ou inversement des médias qui parlent de ces thématiques et qui ont une section jeunesse. Donc, il faut en fait croiser les informations suivant le type de livre. Donc, c'est ce qui rend forcément le travail très intéressant et aussi parfois un petit peu complexe. J'avais deux questions qui peuvent se rejoindre à un moment donné, mais la première serait plutôt sur le côté librairie. On sait que les librairies ne sont pas forcément en grande forme, mais par rapport aux librairies spécialisées en bande dessinée, quelle différence faites-vous? Est-ce qu'au contraire, vous axez davantage la promotion sur ces librairies-là qui sont spécialisées et qui vous permettent d'avoir un peu plus de visibilité, mais peut-être un peu plus de concurrence aussi? Ou au contraire, considérez-vous que les librairies sont toutes logées à la même enseigne et que la prospection doit se faire un peu partout? Bon, alors la prospection en tant que telle, elle est faite par le diffuseur, pas par nous. Par contre, ce qu'on cherche, c'est à faire une relation d'intimité, on va dire, une intimité client avec ces personnes-là, pour qu'ils lisent nos livres. C'est vraiment ça l'enjeu, qu'ils fassent des dédicaces. Alors, premier point, les librairies SPBD vont très bien. Elles ont connu 15 ans de croissance, ce ne sont pas les libraires les plus en danger. Je ferme la parenthèse. Il se trouve qu'à la boîte à bulles, on est très librairie généraliste. Je ne parle pas de notre envie, je parle des chiffres. Quand on regarde pour 100% de chiffre d'affaires, 100 livres vendus, on va dire, 50 le sont dans des librairies généralistes, dont 10% dans des petites librairies. Pour comparaison, les Humano, c'est 3% dans les petites librairies. Comme ils sont 3 fois plus gros que nous, ça fait à peu près le même chiffre. Les SPBD, les Humano font comme nous, c'est 30%. Les librairies, les grandes surfaces commerciales, machin, Fnac, etc., les années précédentes, c'était 5%. Là, ça va peut-être remonter avec les Klarsfeld. Et Amazon, etc., c'est 15%. Voilà. Donc, on ne fait pas de différenciation tellement entre PBD et pas PBD. On sait simplement que plus le livre va être classique, un beau cartonné, couleur, machin, etc., plus les librairies PBD ont des chances de les vendre, plus on est sur un thème particulier avec un angle fort du point de vue thématique, plus on sera plutôt dans les librairies généralistes. D'accord. Et concernant la presse, est-ce que vous sentez... Oui, Pierre-Marie, oui. Non, moi j'allais dire, enfin ça rejoint ce que dit Vincent, c'est en fait la nature même des livres boîte à bulles fait que on va forcément atteindre cette cible de lecteurs qui vont plutôt dans les librairies généralistes. C'est-à-dire que si on rattache les sujets donc, qui vont un peu être du roman graphique, de la non-fiction, du reportage, du documentaire, plusieurs études montrent que et ça semble logique quand on y réfléchit, on va toucher en fait, des non-lecteurs de BD aussi, en fait. Des gens qui sont plus habitués à lire de la littérature, à lire des essais, à être plus portés sur le documentaire, et c'est en fait ces gens qui vont plutôt finalement dans les librairies généralistes. En comparaison aux Humano, on est sur de la BD de genre, beaucoup, classique, et qui là, naturellement, retrouve son lectorat beaucoup plus, soit en grande surface spécialisée type Fnac, Cultura,
soit en SPBD. Et donc nous, à partir de là, on cible un petit peu finalement tout type de points de vente, dont les généralistes sont une grande part. Et ensuite, on joue beaucoup finalement à la thématique, quoi. Parce que un livre peut être dans sa promotion, il peut être pensé par exemple par une zone géographique. Si je prends en octobre, là, on a une nouveauté qu'a mentionné Vincent, qui est Tête de Mule, qui se passe clairement en Alsace. On a clairement orienté la promotion autour de Strasbourg et de sa région pour lancer le livre, en fait. Et c'est payant puisque le placement des livres à l'office, enfin au premier jour de sortie, on va dire, nous prouve que c'est l'axe à suivre, en fait. Et le généraliste et le libraire qui en a pris le plus, c'est Kléber avec 50. Voilà. Le SPBD doit être à 20. Donc on a des libraires type Mola, Kléber, s'ils ont un coup de cœur, ils nous vendent bien nos bouquins. D'accord. Amandine? Oui, bonsoir. Merci à vous d'être là ce soir. Donc, vous avez dit tout à l'heure que pour connaître un peu la maison d'édition, il fallait avoir lu plusieurs titres pour un peu se représenter qu'est-ce que ça pouvait être. Mais est-ce que vous pouvez un peu nous donner des exemples de titres qui, selon vous, représentent bien cette maison pour pouvoir un peu découvrir justement la ligne éditoriale, etc. Enfin, je sais pas si... Alors, en fait, moi je dis pas que pour nous connaître, il faut lire plusieurs. Je dis que pour que les gens identifient la maison d'édition, il faut qu'ils en aient plusieurs. Et c'est un peu à l'inverse. C'est-à-dire que s'ils achètent un livre une fois, c'est un hasard. Ils ne regardent même pas le nom de l'éditeur. Si dans leur bibliothèque s'aperçoivent qu'ils ont 3 ou 4 un peu pareils, ils vont dire tiens, ce ne serait pas le même éditeur. C'est ça que je voulais dire. Hein. C'était pas l'inverse. Justement, si vous pouvez partager des planches ou autres, hein, ou des couvertures. Alors, je vais juste vous signaler que le n'hésitez pas. libraire Canal BD, on fait une sélection d'une trentaine de livres. Ce catalogue, il est disponible sur le site et il est disponible chez les libraires Canal BD. Ils ont fait une jolie sélection. Donc ça peut vous donner des bonnes idées. Si vous lisez les 30, vous avez une bonne idée. Historiquement, si on parle simplement des livres qui nous ont fait, parce qu'en fait, une maison d'édition, il y a quelques livres qui se vendent très bien et qui permettent de vivre, et les autres s'équilibrent ou font perdre des sous. C'est pareil dans toutes les maisons d'édition, quelle que soit la taille. Nous, au départ, on a survécu grâce à l'immeuble d'en face de Vanida, qui était la première fille à faire du manga, un mélange de manga et de bande dessinée française, qui est une chronique dans un immeuble. Et le deuxième auteur qui nous a fait survivre, hein, c'est Nicolas Wild, avec ses livres autobiographiques sur Kaboul, quand il a passé 1 an et demi là-bas pour travailler dans une agence de communication. Donc ça s'appelle Kaboul Disco, c'est hilarant et c'est ça qui nous a fait vivre. Voilà. Après, dernièrement, on a sorti des livres qui fonctionnent bien. Sur Versailles, je vous le montre. On a fait Eddy Lamar. Le livre que vous trouverez dans toutes les bonnes librairies en ce moment, c'est celui-là. Après, je peux vous partager par écran. Mais voilà. Après, on a des livres, quand même pas mal de livres sur l'Afrique. Comme si vous y étiez. Ah, c'est ça. super. On voit mieux Octavie, parce que Vincent, on ne voyait pas très bien. Ah, désolé. Est-ce Voilà, que par hasard, éclairci. vous pourriez, chacun de vous, nous donner 1 ou 2 titres coup de cœur de la maison qui vous ont ému ou qui ont eu une particularité chez vous? Alors, moi, je vais commencer par un livre de l'an dernier qui s'appelle Concerto pour main gauche. C'est l'histoire du pianiste qui a fait écrire le Concerto pour la main gauche de Ravel parce qu'il a perdu son bras droit durant la guerre de 14-18. Il appartient à une famille d'Autrichiens très célèbres qui avaient fait fortune, mais qui sont a priori, qui ont dû un mal-être, parce que tout le monde s'est suicidé à peu près dans la famille. Voilà. Mais lui survit et va même donner des concerts en se demandant toujours si on va les voir pour l'écouter en tant que musicien ou pour le voir en tant que tête de cirque. Mais surtout, il faudrait que je cherche pendant que je vous parle
les pages, le dessin de Yann Damezin, c'est un premier ouvrage et c'est absolument remarquable. Hop, en même temps que je parle, j'y vais. J'ai mis la fiche du titre en lien si jamais vous voulez voir sur le site ensuite. L'administrateur a désactivé le partage d'écran pour les participants. Ah, ok. Alors, donc je suis au regret. je suis en train de modifier. Je vais essayer de voir si j'arrive à modifier ça. Sinon, Pendant ce temps, ouais, Octavie, vous pouvez parler peut-être de votre coup de cœur. Je vais essayer de trouver ça en attendant. Alors, moi, un gros coup de cœur dernièrement, c'est pas un livre récent, mais que j'ai lu dernièrement. C'est un album de Gaëtan Nock, dont j'avais lu Soleil brûlant en Algérie il y a quelques années déjà. Et celui-là, C'est bon, Vincent, vous pouvez le partager. Donc c'est celui-ci, Capitaine Tikhomirov. Et en fait, il raconte l'histoire. Bon, je vais peut-être laisser Vincent montrer quelques visuels en attendant que vous puissiez profiter de Concerto pour main gauche. Alors, pour ceux qui connaissent un peu, on pense à David B, on pense un peu à Zaina Abirached. C'est ce que j'allais dire, oui. Mais c'est du Yann Damezin, c'est-à-dire que la prose n'est pas du tout la même. Et quand on le lit, l'immersion n'est pas la même. C'est somptueux. Ah, c'est magnifique. Et on a fait un bel objet en plus. Donc, voilà. Je te passe la main, Octavie. Oui, je le recommande aussi, un concerto d'ailleurs. Vincent m'a un peu piqué mon coup de cœur, mais bon, sans rancune. Non, mais il y en a plusieurs, donc pas de souci. Du coup, moi, je parlais de Capitaine Tikhomirov, donc je vous mets le lien aussi sur la conversation. Donc Gaëtan Nock qui, entre-temps, a remporté plusieurs prix, pas mal, il me semble, pour le rapport W qu'il a publié chez Magen. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. C'était en 2019, si je ne m'abuse. Et donc là, en fait, il raconte l'histoire du grand-père d'Alexandre Tikhomirov, qui s'est engagé sous la pression de son propre père dans l'armée blanche en Russie, et qui, en fait, raconte à quel point, finalement, quand on est impliqué dans une guerre, les soldats qui se battent au quotidien oublient pourquoi ils se battent. En fait, ils se retrouvent face à d'autres soldats qui sont juste dans un autre camp, mais qui finalement leur ressemblent. Et j'ai été complètement emportée, en fait. J'ai trouvé ça très bien écrit, très beau, avec des évolutions en termes de couleurs qui sont assez géniales. Et en plus, c'est un détail, parce que tous les auteurs n'ont pas à être sympas, mais j'ai rencontré Gaëtan et je l'ai trouvé super comme personne. Et donc forcément, il y a une rencontre qui se fait. J'ai eu la chance de croiser Alexandre aussi sur un salon. Donc on a discuté tous les trois et ça ajoute ce supplément d'âme à l'album. Somptueux également, et les couleurs, le bleu est exceptionnel. Et quand on passe au rouge, il croise l'armée rouge à un moment, on passe au rouge et pareil, c'est assez incroyable. Et c'est un premier album, enfin, celui-là est un deuxième album, mais son premier album, Soleil brûlant en Algérie, voilà. C'est un auteur qui venait du carnet de voyage et qui a fait ses premières armes. Somptueux. Morgane ou Pierre-Marie? Et ben moi alors, hop, je suis plus rapide que Pierre-Marie. Moi, ce sera La plus belle femme du monde, donc, qui est écrit par William Roy et qui a été dessiné par Sylvain Dorange. Donc, Sylvain Dorange, qui est aussi le dessinateur des Klarsfeld, qui est sorti tout récemment. Donc, c'est l'histoire d'Eddie Lamar, donc c'est une jeune juive autrichienne, très intelligente, très belle, et dans le milieu des années 40. Et pour moi, ça a été un vrai coup de cœur, parce que c'est une femme que je ne connaissais pas et qui a un destin vraiment exceptionnel. Ouais, voilà, Vincent partage l'écran.
En fait, elle était connue parce qu'elle était très très belle, mais elle n'était pas juste très belle. Elle était aussi très intelligente et elle a été, entre autres, elle a mis au point un système de communication crypté, donc à l'origine du Wi-Fi en fait. Et elle est passée un peu à la trappe, cette dame. Et pourtant, elle a un destin vraiment exceptionnel et je pense que ça mérite. Elle mérite d'être mise en lumière. Et Pénélope Bagieux l'a mise en lumière aussi dans Les Culottés. Et là, elle est mise encore plus en lumière de manière beaucoup plus détaillée. Et c'est très instructif, très intéressant. Et je le recommande vraiment, ce livre. Et le dessin de Sylvain Dorange, moi, j'adore. Donc voilà. Alors, juste une anecdote sur ce livre éditorial. William Roy est l'auteur d'un livre qui s'appelle De père en fille, où il raconte la fécondation in vitro de sa femme, de son point de vue à lui. J'avais adoré ce livre. Il est monteur de cinéma. Et il est arrivé avec La plus belle femme du monde. Et il m'a proposé, alors je vais vous montrer peut-être d'ailleurs son dessin, il m'a proposé le livre en le dessinant lui-même. Sauf qu'il a un dessin un peu à la Gottlieb. Et du coup, j'ai dit donc à William que je trouvais que son dessin était très efficace pour De père en fille, mais que La plus belle femme du monde avec un gros nez et tout ça, ça le faisait pas vraiment, quoi. Voilà, vous pouvez penser voir là, ce qu'aurait donné le livre avec ce dessin-là. Du coup, il a rigolé. Il m'a dit bon, t'as raison. Mais là, il est très bon, il fait très bien le découpage, donc il a fait le découpage. Il a dit je voudrais quelqu'un qui me fasse une ambiance de film noir. Donc j'ai cherché tous les auteurs qui faisaient du noir, etc. Et Sylvain Dorange dit moi ça m'intéresse, j'ai envie de le faire. Je dis ouais, mais ton dessin, c'est pas du tout ce que cherche William. Il envoie son dessin et William m'appelle, il me dit putain, c'est pas du tout ce que je voulais, mais c'est ce que je veux. Belle Et anecdote. du coup, le dessin de Sylvain sur cette histoire est superbe. Ça retrace très bien l'ambiance des années 40, le Hollywood, le cinéma, c'est vraiment superbe. Bon, de Sylvain Dorange, mon préféré, c'est Psychotique, moi. Un autre livre qu'il a fait, qui est pour moi une merveille, que j'ai failli prendre en coup de cœur, donc j'en profite pour le glisser. Voilà. Moi aussi, j'adore Psychotique. Hein. Je vous conseille vraiment cette lecture. Elle est très, très chouette. Bon, Pierre-Marie, j'espère que c'est pas ça que tu voulais dire. Non, c'est bon. Le mien. Alors, si, tu m'en as piqué un quand même, parce que moi j'en ai deux. Il y a le graphique, parce qu'il se rapproche plus de mes lectures habituelles, donc qui est le Concerto, pour le côté graphique. Mais sinon, je vais en citer un autre dans les parutions de cette année, que j'ai beaucoup aimé. C'est Deux hivers, un été. Donc là, qui est un récit pendant la Seconde Guerre mondiale où on suit donc une histoire vraie, un témoignage recueilli par la scénariste Valérie Villieux sur tout simplement une jeune fille enfant à l'époque pendant la guerre dont les parents, alors déportés ou pas, je ne sais plus, mais en tout cas qui se retrouve à devoir fuir Paris pour éviter la déportation et qui se retrouve avec ses sœurs dans la région de Grenoble. À être cachée et réfugiée. Et alors, moi, c'est vraiment le scénario que j'ai retenu, même s'il il est très beau, il est très bien dessiné, mais c'est le scénario que je retiens parce qu'en fait, ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est et c'est très bien retranscrit, de voir que malgré l'horreur de l'époque, donc aujourd'hui, cette dame très âgée, mais qui était enfant à l'époque, en fait, a su, une fois réfugiée dans cette région de Grenoble, à la campagne, retrouver en fait l'émerveillement d'une balade, d'un été loin de la guerre, en fait, et ça c'est retranscrit de manière très poétique. On a à la fois le désastre de cette époque mis en parallèle avec des enfants qui savent le temps d'un après-midi et d'une balade retrouver, s'évader de tout ça. En fait, c'est très beau, c'est très bien fait. Et c'est une lecture vraiment très touchante. Je suis entièrement d'accord avec ça. Et le portrait de Hitler devant cette tour Eiffel, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi poignant.
Alors là aussi, il y a des anecdotes éditoriales à faire. C'est la scénariste qui a trouvé le dessinateur. Le dessinateur a mis 5 ou 6 ans, c'était son premier album aussi. Et on en est arrivé presque à une guerre à un moment entre scénariste, dessinateur et moi. Le dessinateur voulant faire l'album qu'il voulait à partir de l'histoire. Et donc à un moment, il trahissait complètement le scénario. Et donc on a dû retravailler tout ça. Et un truc assez incroyable, c'est que on a eu du mal pendant un certain moment, et à la fin, tout s'est mis en place naturellement. Et à la fin du livre, le dessinateur nous a dit: j'ai adoré la dernière phase de travail avec vous. Ce livre tient du miracle, c'est-à-dire que voilà, au début, il y avait une opposition frontale. Par exemple, le dessinateur voulait représenter les camps de la mort. Il avait fait 6 pages sur Auschwitz, les morts, etc. Alors que ce n'était pas dans le scénario et que la personne qui témoigne, qui a 93, je ne sais plus, ne voulait pas qu'on représente ça parce qu'elle ne l'a pas vécu. C'est ses parents qui sont morts, mais elle ne l'a jamais vécu, vu, etc. Donc c'était totalement inapproprié. Et donc il a fallu, voilà, un livre, c'est pas forcément quelque chose comme ça qui tombe du ciel, qui se fait facilement. Il y a des moments, c'est vraiment des affrontements, des confrontations. Et là, ça s'est terminé miraculeusement, et voilà, et l'auteur est très content, le dessinateur est très content du résultat, alors qu'à un moment il a dit: vous êtes en train de me voler mon livre. La scénariste disait: mais non, il vole mon livre. Enfin, bon. Et au final, ça s'est terminé, le bouquin est génial, et les auteurs sont ravis. La personne qui a raconté l'histoire est ravie, on a une photo d'elle avec le livre, enfin, c'est super mignon. Tu peux donner le lien si tu la retrouves, Octavie. Voilà, donc c'est un livre miraculeux, c'est beaucoup de transpiration, beaucoup de sueur, mais le dessinateur là, est en train d'essayer de vouloir retravailler avec moi, etc. Donc tout est bien qui finit bien. Mélissa? Oui, bonsoir tout le monde. Je parle un petit peu avant de partir parce que je vais aller travailler. Donc du coup, je voulais quand même vous dire merci pour ce soir et vous dire que moi, je vous ai découvert grâce à Putain de vie. Et depuis, j'ai lu Louisa, Fille perdue et Dans les vestiaires. Et je trouve que vous faites un travail formidable parce que c'est vraiment des sujets qui sont touchants et poignants. Donc, mais malheureusement, pour moi, c'est que, au niveau librairie, on voit. Si moi je ne vais pas chercher sur les réseaux, effectivement, je ne vous vois pas dans les librairies pour feuilleter, parce que j'aime bien feuilleter un bouquin avant de l'acheter, et c'est le seul truc qui est dommage pour le coup, parce que je trouve que mise en avant, ce serait mérité en fait pour mieux connaître votre maison d'édition qui fait des livres super sympas. Donc voilà, c'était mon petit message avant de vous quitter. Donc je vous dis bonsoir à tous, et puis merci encore pour l'invitation. Merci. Mélissa. Alors pour Putain de vie, pour info, un gros éditeur l'autrice Montréal était en discussion avec un gros éditeur qui n'a jamais pris le risque d'y aller. C'est comme ça qu'on a récupéré le livre. D'accord. Et je rajouterais peut-être un coup de cœur, en tout cas c'est un des miens, c'est Superman n'est pas juif. Et ça, c'est assez culotté de l'avoir fait, je trouve. C'est un humour totalement corrosif et subversif, et bravo de l'avoir édité, parce que je pense que tout antisémite devrait lire ce livre. De Jimmy Bémon d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Anne-Sophie? Alors moi, j'ai une question pour laquelle j'ai envie de me cacher, mais en même temps, j'ai envie d'avoir la réponse. Je voulais connaître la différence, s'il y en a une, entre un roman graphique et une bande dessinée. Et j'en ai une deuxième sur... alors, j'ai lu Le Château de mon père, en fait, et je ne connais pas trop les autres ouvrages que vous proposez. Et il y a un documentaire à la fin, il y a quelques pages de dossier documentaire avec des photos, une peinture, quelques peintures et des explications. Est-ce que ça, c'est une volonté des auteurs de rajouter un petit bonus, ou est-ce que c'est vous qui avez ressenti ce besoin d'aller au-delà, en fait, avec des vraies images documentaires et historiques? Alors pour moi, le roman graphique, c'est une sous-catégorie de la bande dessinée. Donc le médium, c'est la bande dessinée. Simplement, habituellement, la bande dessinée obéissait à des règles de dramaturgie, c'est-à-dire comme un scénario de film ou de téléfilm la plupart du temps, il fallait qu'il y ait mise sous tension, le héros se bat et résout la situation, etc.
et avec une contrainte qui était 48 pages. Pourquoi? Parce qu'on imprime par 16 pages et que donc ça faisait 3 x 16, c'était pas trop cher à imprimer. Historiquement, juste pour l'anecdote, Hergé, quand il sort de la guerre, veut des bouquins en couleur pour être comme Disney. Et ses livres faisaient 120 pages noir et blanc. Et son éditeur lui dit « D'accord, Coco, mais tu me fais 64 pages, hein, pas plus. » Donc c'est de là que vient la bande dessinée en 48 et 64 pages, en fait. Donc le roman graphique, lui, prend plus de liberté sur le format. Ça reste du médium bande dessinée. Ce qu'on appelle le roman graphique, c'est ça. Et en général, on n'a pas forcément un récit qui est dramaturgique avec une aventure. On est beaucoup plus dans le ressenti, on est plus dans une veine romanesque. Donc, pour ça qu'on parle de roman graphique. Mais je n'oppose pas du tout les deux. Hein. Pour moi, le roman graphique est une catégorie de bande dessinée. Il y a la bande dessinée d'aventure. Voilà. La deuxième question... Le cahier photo à la fin. Ah oui. Alors en fait, dans le château de mon père, c'est très clairement les auteurs qui l'ont demandé. C'est Maïté qui a récupéré les photos, qui a tout fait. Enfin, tout fait. La mise en page, c'est Morgane. Voilà. Mais c'est elle qui est à l'initiative. On va sortir un livre sur Van Nat. Van Nat est un peintre qui a peint le massacre Khmer Rouge, tous les malheurs du monde. À la fin, il y a un cahier de photos. C'est moi qui en ai bavé pour essayer de récupérer de la famille les droits de mettre les photos. Avec l'accord des auteurs, bien sûr. Les auteurs ont dit que ça serait pas mal. C'est moi qui l'ai fait. Sur les Klarsfeld, les auteurs étaient d'accord. Sylvain est moins chaud, mais Pascal Bresson est à fond pour. Et donc, c'est moi, Morgane a commencé à chercher, à trouver les photos. Puis j'ai passé des deals avec le musée de Montréal, etc., pour faire ce carnet. Voilà. Très souvent, c'est nous qui sommes à la manœuvre, mais avec l'accord des auteurs ou à la demande des auteurs. Du point de vue lecteur, on sait que le lecteur adore, à la fin du livre, avoir une ou deux photos au minimum qui lui montrent « Ah merde, c'était vrai !» Comme dans les films maintenant, souvent, à la fin, on voit l'image du mec réel. Voilà. Il y a une petite tendance chez les gens à trouver cool d'avoir des photos qui montrent que c'était vrai et parfois un approfondissement ou des notes bibliographiques qui leur permettent d'aller plus loin. Et je rajouterais même que dans Superman n'est pas juif, on a même un DVD du documentaire de Jimmy Bémon. Donc là, c'est encore un luxe supplémentaire. Ouais, alors c'est une demande de Jimmy qui a dû violer son producteur parce que moi, je ne voulais pas payer pour ça. Hein. Enfin, voilà. Donc, c'est très étrange parce que globalement, son producteur s'est dépouillé et a offert le... Enfin, c'est nous qui payons le pressage, etc., hein, bien entendu. Mais oui, c'est Jimmy qui a voulu faire dans un même objet la bande dessinée et le moyen-métrage qu'il a fait en parallèle de la bande dessinée. Lucie ? Oui, bonsoir, je vais devoir partir, je suis désolée. Donc, je voulais juste vous remercier pour la présentation. Moi, j'ai lu quelques bandes dessinées de chez vous et c'est vrai qu'elles ont été vraiment toutes différentes, mais justement, elles ne laissent pas indifférents. C'est un peu ce qui rejoint, je trouve, les BD que j'ai lus, que vous avez publiées. Je rejoins un petit peu Mélissa sur la visibilité. C'est vrai que moi, celle que j'ai découverte, ce n'était pas par le canal librairie, mais plutôt par la bibliothèque, par le bouche à oreille ou parce que des festivals, des choses comme ça. Et c'est vrai que voilà, c'est pas forcément par la librairie que j'en ai entendu parler. Mais en tout cas, merci parce que c'est vrai que c'est souvent autant par le fond que la forme, c'est souvent peu classique et voilà, ça fait plaisir de lire des bandes dessinées qui changent un petit peu aussi des grandes maisons. Et du coup, j'avais juste une petite dernière question sur les parutions les parutions jusqu'à la fin de l'année. S'il y a un petit mot que vous pouviez nous dire là-dessus. Octavie, tu veux présenter ou je présente? On peut se partager, comme ça. Allez, tu veux commencer? Allez. Tu veux quoi? Tu fais Van Nat, t'as plus... celles qui vont paraître là juste maintenant ou... Ouais. Oui, j'étais partie en novembre. Les parutions, oui, jusqu'à la fin de l'année, s'il y a 2-3 petites BD que vous voulez mettre en avant. Bah oui, je peux démarrer avec Tête de Mule, tu fais les engagés, puis on alterne.
Alors, donc Tête de Mule, elle a été scénarisée et dessinée par la même personne, Étienne Gendrin, qui s'avère être le compagnon de la fille de l'héroïne, en fait, petite fille, pardon. J'ai sauté une génération. Et donc, qui est alsacienne, strasbourgeoise, et qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, revient à Strasbourg et se rend compte que en fait, la ville a été complètement nazifiée. Donc voilà, on voit des drapeaux partout, des chants allemands, tout le monde parle allemand, ou en tout cas c'est imposé, et elle décide, comme elle est scout, et qu'elle veut suivre ces idéaux-là, de retrouver des amis guides de France et avec elle de planifier la fuite de prisonniers de guerre qui se trouvent dans un camp à côté. Donc, elles vont faire un premier trajet à travers la montagne. Elles vont tester plusieurs chemins, déterminer lequel est le plus sûr pour les faire arriver en Suisse. Et donc, je ne vais pas spoiler parce que j'aime bien ne pas tout révéler, mais enfin, on alterne entre ces moments-là où on est vraiment pris dans la vie aventureuse en fait de ces jeunes filles. On oublie presque que ça s'est passé, tellement ça paraît complètement fou. Et en même temps, l'incarcération, ça vient très vite, donc je peux révéler ça, l'incarcération de l'héroïne. Et là aussi, on peut voir une différence de traitement des couleurs qui est assez marquante et réussie. Voilà, j'en dis pas beaucoup plus. Alors, pour l'anecdote hyper marrante, c'est que ce garçon, 2 oncles à lui et une tante à lui ont été au scout avec moi. La vie, les hasards de la vie qui sont toujours étonnants. Il se trouve aussi qu'en découvrant, je reviens sur cette BD, hein, mais Superman n'est pas juif, que j'ai très bien connu une certaine Geneviève, qui est la tante, je crois, de Jimmy Bémon et qui vit à Nice comme moi. Voilà, donc les hasards de la vie également sont assez surprenants. Alors, les engagés de Nouvelle-Calédonie, il faut présenter le travail de Clément qui, depuis les débuts, il est arrivé à la boîte à bulles en 2003, travaille sur la mémoire des Vietnamiens exilés. Donc, c'est ses mémoires de Viet Cong. C'est son 5e ouvrage qu'il a publié. Sachant que le premier qu'il a publié, on en a fait 3 versions avec à chaque fois enrichi d'un récit. Là, il est allé en Nouvelle-Calédonie et il s'est intéressé à la communauté des Vietnamiens de Nouvelle-Calédonie qui sont arrivés comme des esclaves. En fait, les Kanaks refusaient de travailler dans les mines et du coup, ils sont allés chercher des Vietnamiens en les engageant à des conditions totalement folles. Et donc, ils ont vécu une sorte de bagne pendant des années. Il y avait très peu de femmes en plus, donc pour les femmes, c'était très dur. Et voilà, et donc ils retracent toute la partie, et maintenant ils sont plutôt du côté des Caldoches. Ils ont réussi, ceux qui sont restés après 1945, se sont installés là, sont rentrés dans le commerce et ont plutôt réussi. Donc à travers ce récit sur les Vietnamiens, on a aussi en creux la société calédonienne. C'est très intelligent et c'est très joli, comme toujours, sur tous les livres de la collection. Voilà, de la collection des mémoires de Viet Cong de Clément Balou. Je recommande en particulier pour ceux qui aiment bien avoir la larme à l'œil, j'en profite, Little Saigon, le destin de femmes exilées vietnamiennes qui est poignant et qui m'a fait verser une petite larme. Tu enchaînes par Shingal, Van Nat. Tu veux en faire un, Morgane? Ouais, Morgane. Ouais, moi je veux bien. Moi je veux bien parler de femmes. J'allais te le proposer. Ouais. Parce que c'est un vrai coup de cœur, moi, pour cet ouvrage qui est très différent des livres de la boîte à bulles, parce qu'on est moins sur de la bande dessinée classique avec une bulle, avec tout. C'est vraiment un poème, une poésie, un voyage dans la vie d'une femme, de cette femme, et c'est hyper poétique. Le dessin de Paulina Silva est très très beau. C'est traduit par Véronique Masseneau. Donc ces textes sont très poétiques, sont très, très agréables à lire. Et c'est vraiment un voyage, une ode à la féminité. C'est très très beau.
Et là, pour le coup, on est vraiment dans du beau livre, c'est des aquarelles très différentes de ce qui se passe à la boîte à bulles. Et c'est vraiment un coup de cœur à découvrir. Voilà, Vincent vous montre des pages super jolies. Ce qui est amusant, c'est que c'est un auteur qui est revenu d'Espagne et qui m'a écrit en me disant Vincent, faut que tu publies ce livre-là. Alors, je vais monter à des gens des Humano qui disent oh, surtout pas, c'est pas dans ton créneau, c'est pas ta collection, etc. etc. Et puis Morgane a adoré, j'ai adoré, je sais plus qui aussi avait adoré, Lola. Alex avait trouvé ça beau aussi, ça lui avait bien plu. On a tous craqué et donc on sort ce livre, on ne sait pas du tout ce que ça va faire, on ne sait pas du tout, voilà. Voilà, ça sort complètement du catalogue boîte à bulles, mais à la fois par la poésie, parce que ça raconte, c'est pas complètement déconnant non plus. Et... On est dans l'intimiste, on est dans l'intime, on est dans le poétique, c'est deux mots que j'utilise vraiment toujours quand je parle de catalogue. Donc, c'est ça. Et on a des carnets de voyage, donc bon, on est dans le beau livre, on va voir. On a la frontière entre le carnet de voyage, entre la bande dessinée, avec le beau livre, enfin, c'est vraiment un mix de tout ça et c'est vraiment très très beau. Et j'ai trouvé que, alors toute la trajectoire de cette femme est belle, mais que l'enfance était particulièrement bien traitée. En fait, en une image, ce sont des images qui sont très évocatrices et on est replongé nous-mêmes dans notre propre enfance, mais pas des souvenirs d'enfance, plus des sensations enfantines. Et ça, j'ai trouvé ça très parlant en fait. Tu veux quoi, Octavie? Tu veux présenter Van Nat parce que historiquement, tu es plus calé, je pense. Alors, Van Nat, dans les années 70, vous savez qu'il y a eu les Khmers rouges qui ont pris le pouvoir au Cambodge et qui ont fait des millions de morts. Et un des lieux emblématiques de cette période, c'est les S21, une ancienne école qui a été transformée en centre de détention. Il y a eu des films dessus, des documentaires. Dans ce centre de détention, il y a un monsieur qui s'appelle Van Nat, qui est peintre, et il se trouve que, un peu comme... c'est comment il s'appelle, Primo Levi qui dit ça. Quand il y a des massacres comme ça, on ne survit que si on est un salaud ou si on a une utilité pour les bourreaux. Et donc Van Nat est devenu utile parce qu'il a fait de bonnes peintures de Pol Pot et tout ça. Et il a survécu. Mais il a survécu en entendant les massacres à côté, en voyant les gens partir à côté de lui et ne plus jamais revenir, en pensant mourir 15 fois. Donc c'était un grand traumatisme pour lui. Et une fois qu'il en est sorti, son objectif dans la vie était de garder la mémoire de ça. Donc il a fait des peintures qui racontaient les moments clés de ce qu'il a vécu. Et il a essayé de maintenir vivante S21, qui maintenant est devenu un musée justement des massacres Khmer rouges. Donc cette bande dessinée qui est faite par deux Italiens, mais qui est un livre boîte à bulles, hein, qui n'est pas un achat de droit, j'insiste, Paolo Castaldi et Matteo Mastragoni. Magnifique parce que il n'explique pas tout, enfin, il est assez avare de paroles, il est beaucoup dans le ressenti, et les dessins étant très évocateurs, ça marche très 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 bien. Et à la fin du livre, nous avons une dizaine de pages avec les peintures de Van Nat. On a réussi à contacter la famille et c'est une plongée dans l'enfer des Khmers rouges, mais avec comment dire, une beauté des dessins qui transcende ça. Moi, j'adore. C'est là où vous tirez votre épingle du jeu, je pense, du paysage de la bande dessinée, c'est que vous arrivez à sortir des sujets qui sont péchus et surtout avec des dessins admirables. C'est là, je pense, où voilà, véritablement, vous êtes totalement à part dans le paysage de la bande dessinée. Bah, merci. On nous reproche parfois de ne pas avoir une unité dans les dessins, mais moi, ce qui m'importe le plus, c'est que le dessin porte le message. C'est ça, il sert le propos. J'aime le beau dessin en tant que tel. J'adore j'adore être dans les musées, etc. Mais pour moi, dans la bande dessinée, le dessin n'est pas là pour lui-même. Il est là pour passer une émotion, pour passer un message, pour raconter une histoire. Et du coup, l'unité de la boîte à bulles se fait beaucoup plus sur les thématiques, sur la façon d'aborder les sujets.
que sur l'unité de dessin. C'est pas comme l'assaut, c'est toujours des dessins de certains calibres, etc. Et nous, c'est ce que les libraires SPBD nous reprochent beaucoup. On ne sait pas ce qui va arriver. Enfin, quand un livre arrive chez eux, ils ne savent pas quel type de dessin va y avoir dedans. Le fait que ce soit une boîte à bulles, ça ne leur dit pas le dessin qu'il va y avoir. Mais par contre, en général, ce que les gens disent quand ils lisent, c'est que le dessin aide bien à transmettre. Ce qui est pour moi l'objectif. L'objectif est réussi. Alors, le dernier livre, par contre, c'est un achat de droit. J'ai vu Johan demander en trad, il me semble. En fait, ça fait référence à la traduction du coup. Vu que ce sont 2 auteurs italiens, on pourrait penser que la bande dessinée a été achetée à la maison d'édition italienne. Et en fait, non, c'est une création originale. Alors que là, ça a été acheté à une maison d'édition danoise. Donc, on n'est pas forcément en lien avec les auteurs qui sont souvent à l'étranger, qui parlent une langue étrangère. Donc, forcément, au niveau de la promotion, ça peut avoir un impact aussi. Par contre, sa question, c'était si c'est en tradi ou numérique, en fait. C'était ça, sa question. S'il est fait... Ah, d'accord, pardon. Ah, mais je crois que c'est en numérique, ce que fait Paolo. Ouais, c'est du numérique. Et en général, on reprend contact avec les auteurs, ne serait-ce que pour la couverture ou pour changer des choses à l'intérieur. Il est rare qu'on ne travaille pas avec les auteurs. Là, on a eu un long échange avec le dessinateur. La couverture ne ressemble absolument pas à la couverture originale danoise. Morgane a beaucoup travaillé dessus. Tu l'as sous la main, Vincent. Ce serait intéressant de montrer l'original. Parce que l'original, moi, au départ, je l'ai vu sur le bureau de l'éditrice des Humano et j'ai cru que c'était un livre de photos. On n'est pas sûr trop de ce dont il s'agit. Donc, c'est beau, mais on ne comprend pas trop ce qu'on va lire quand on va ouvrir le livre. Alors que je trouve que la nouvelle couverture est vraiment réussie parce qu'elle conserve un côté très artistique et en même temps, on comprend tout de suite, pas très précisément, mais voilà, le message est là. Tout est là en fait. Et elle reste quand même épurée, ce qui est important, je trouve. Voilà, c'est assez surprenant qu'il y ait eu une discussion, parce que ça paraît quand même assez évident que la deuxième est bien meilleure que la première, non? Après, en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il faut choisir entre les auteurs qui veulent quelque chose de beau, vraiment beau, comme ce qu'ils ont fait sur la première couverture. La version originale est très belle, mais par contre, elle ne parle pas. Et en fait, c'est là que c'est compliqué, et c'est ce qu'on a essayé, et on espère avoir réussi avec Shingal, d'avoir réussi à pallier les deux, quoi. Mais en fait, les discussions sont moins nées du visuel parce qu'en fait, l'auteur avait déjà dans ses carnets ce visuel-là. Mais il n'était pas aussi clair et visuellement aussi propre que ça. Et on a eu beaucoup de mal à lui faire comprendre ce qu'on voulait. Et Morgane a passé beaucoup de temps à faire jouer parce qu'il y a 3 dessins mélangés, en fait. Et il faut que chacun ressorte au mieux. Et donc, ça a été un énorme travail. Mais si vous regardez, par exemple, ça, c'est à peu près celui de la version... C'est celui, d'ailleurs, de la version danoise. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, mais pour moi, ça paraît très clair. Je pense que vous avez fait un très bon choix de convaincre l'auteur. Celle-là est somptueuse, hein, clairement. Et elle est très évocatrice, c'est évident. Comme nos livres ne sont pas hyper poussés par les libraires, il faut absolument que quand la personne le prend en main, elle sache de quoi ça parle et qu'elle n'ait pas une déception en ouvrant le livre. C'est-à-dire que si ça, la personne ouvre, il va penser que c'est un beau livre de photos, il trouve des DVD. Enfin, voilà, il faut qu'il devine à peu près le sujet et il ait une idée du rendu graphique. Si c'est en noir et blanc, il faut que la couverture donne une impression de noir et blanc. Très bien. Et pour le coup, moi, je ne suis pas du tout, friande de réfléchir à la couverture de manière trop axée marketing, communication, etc. Parce que j'estime que c'est l'identité première du livre. C'est la première chose qu'on voit et c'est ce qui va nous donner envie ou non de l'ouvrir. Mais effectivement, en termes de promotion, il sera beaucoup plus simple pour moi de mettre en avant un livre qui a une couverture qui parle, notamment auprès de médias qui ne sont pas spécialisés dans la bande dessinée, mais qui veulent parler du sujet.
qu'une couverture qui peut être très belle, mais un petit peu... on peut y voir trop de choses ou pas assez, et c'est forcément plus difficile. Donc, je m'en réjouis d'autant plus que ça sert aussi la promotion du livre, finalement. Tu présentes, Octavie? Oui, alors du coup, donc, on parle de la communauté yézidi qui se trouvait dans les montagnes de Shingal. Shingal, c'est le nom anglophone, non? Il y avait une histoire comme ça. Non, Shingal, c'est le nom francophone. C'est le nom dans leur langage, justement. Et en fait, l'État islamique les a chassés, les a repoussés. Et là, c'est l'histoire de deux frères qui veulent tout faire pour sauver leur famille, alors qu'ils sont complètement abandonnés et par l'État, pourchassés et aussi abandonnés d'ailleurs par la communauté internationale, laissés sans aide. Et donc là, ça se passe en 2014. Et on rejoint un petit peu traducteur afghan en termes de parler d'un sujet qui est un petit peu douloureux, disons, pas seulement évidemment pour les gens qui l'ont vécu, mais aussi pour l'État français et pour la diplomatie et l'image de la France. Et je pense que ça rejoint ce que disait Vincent sur le fait que tout le monde n'ose pas publier ce genre de choses, pas parce qu'on va créer un scandale, mais juste parce que derrière, il faut soutenir le livre et que ça peut être un petit peu difficile. Et donc là, l'idée étant de révéler ce qui s'est passé, mais tout en restant dans une chronique familiale. Donc on voit même, je trouve au niveau des traits, qu'on est dans cette narration-là. C'est pas un livre documentaire, une bande dessinée vraiment documentaire à proprement parler. On voit le contexte, on voit les paysages, mais il y a aussi un attachement au personnage qui est important et qui nous aide à nous projeter en fait à leur place. Voilà, donc c'est un énième peuple qui a souffert un petit peu laissé pour compte et complètement oublié à un certain moment. Heureusement, on en reparle de temps en temps. Si vous tapez Yézidi sur Google, vous allez voir n'importe quel moteur de recherche. Il y a des vagues, les médias qui en parlent pendant un temps, puis qui oublient, puis qui en reparlent. Donc on espère que ça permettra aussi de refaire parler de ce sujet-là à travers une bande dessinée, ce qui est assez unique d'après ce que j'ai vu. Et donc là, on est dans la limite du... On classe souvent en fiction et non-fiction. Là, on est vraiment dans l'entre-deux, puisque les auteurs sont allés sur place, ils ont enquêté, ils ont recueilli des témoignages, et à partir de ça, ils ont construit une fiction, c'est-à-dire les deux personnages ne sont pas des personnages existants, mais tout ce qu'ils ont vécu est vrai. On a pas mal de livres comme ça, qui sont à la frontière entre... qui sont dans le domaine du docu-fiction. Donc là, c'est un livre qui a été choisi par Camille, il se trouve, l'éditrice des Humano qui travaille un peu avec nous, parce qu'il s'inscrivait parfaitement dans notre ligne éditoriale. Les auteurs seraient venus avec ça sous le bras et on aurait travaillé avec eux. Et il arrive des fois, d'ailleurs, je discute avec le dessinateur, il est possible qu'un jour, on travaille avec lui en direct. Avant de passer à la suite, on a pour habitude de faire une petite photo de groupe avant que j'oublie. J'oublie régulièrement, donc je préfère ne pas oublier là, même si certains sont partis. Donc 3, 2, 1. Ok, c'est bon. J'aimerais savoir, Vincent, donc vous êtes quand même sur des sujets très engagés. Est-ce que vous avez eu, en période justement des malheureuses caricatures de Charlie Hebdo, est-ce qu'il y a des bandes dessinées, des albums qui vous ont causé des torts, des problèmes? Est-ce que vous avez eu à gérer à un moment donné un quelconque différent ou une attaque dans la presse? Alors, là où j'ai eu le plus peur, c'est quand on a sorti dans la secte, parce que c'est la scientologie. Donc, on n'a pas poussé sur le fait que c'était la scientologie, de peur de se faire attaquer. Du coup, le livre a un succès qui était correct, mais pas faramineux. On n'a pas vendu des centaines de milliers. La Sciento a découvert le livre assez tardivement. Ils m'ont convoqué, donc je les ai vus en lieu neutre. Mais j'avais averti la nourrice de mes enfants que si jamais quelqu'un venait autour de mes enfants, il fallait qu'elle réagisse promptement. Sachant que les scientologues ne sont pas du genre à enfreindre la loi et à frapper ou je sais pas quoi, mais ils peuvent dire à mes filles, ton père il fait des bêtises, etc.
ils sont venus me voir et ils ont dit bon, on va pas vous attaquer déjà parce que vous en vendez pas beaucoup, donc on va pas vous faire de la publicité. Et puis, comme c'est un témoignage qui était juste, quand au début elle est dans la scientologie, la fille, elle va s'y engager beaucoup, hein, jusqu'à partir au Danemark. Au début, on dit pas elle se fait piéger, on dit regardez comme elle est heureuse. Et du coup, il savait qu'il perdrait le procès, qu'il nous ferait de la pub. Et puis, l'image qu'on donnait était assez juste, donc il ne pouvait pas trop attaquer. Donc, du coup, il ne s'est rien passé. On s'est fait insulter quelquefois par... on a fait un livre qui s'appelait Gaza, Opération Plomb Durci. Là, je me suis fait insulter par quelques personnes, par quelques juifs en dédicace, en salaud. Rien de bien énorme. On a un livre qui s'appelle Mots palestiniens mais presque. Il y a eu une cabale qui s'est montée à un moment parce qu'il y a eu un reportage sur France 3, PACA, sur la bande dessinée. Mohamed de la BD vivant à Marseille. Mais ça a fait une tempête dans un verre d'eau. Enfin, ils sont pleins au CSA, ils ont dit c'est scandaleux. Ils ont interprété la BD de façon totalement fantaisiste. On voit bien que sur les réseaux sociaux, on peut détourner 4 cases et montrer que le livre, c'est une merde, etc. Enfin, c'est quand même le problème des réseaux sociaux. Donc on a eu ça, mais ça n'a pas fait grand-chose. Les 2 plus gros scandales que j'ai eus, en fait, c'est sur des fictions. Une fiction de Simon Hureau qui s'appelle Le Massacre, qui a eu 3 T noirs dans Télérama, enfin une très très bonne bande dessinée. Où il met en scène la personne qui a trouvé le couperet, qui est un animal mythique au Cambodge. Et cet animal, il dit qu'en fait, la personne qui se vante de l'avoir trouvé n'est pas la bonne. Bon, moi, je publie, c'est une fiction, pas de problème. Sauf qu'en fait, le nom de la personne qu'il a utilisé, en disant que c'était pas, il avait truqué, il avait piqué à quelqu'un d'autre le couperet, elle existait vraiment. Et qu'elle avait des enfants et des petits-enfants. Et donc, j'ai reçu un mail d'un petit enfant disant qu'est-ce que c'est conneries, vous donnez l'image de mon père. Mais la BD est bonne, alors si vous pouviez rectifier, voilà. Donc, on a fait un rectificatif, un communiqué de presse, tout ça, et on s'en est sorti comme ça. Si on republie la BD, on met un mot. Dans la 2e édition, on a mis un mot disant c'est une fiction, monsieur machin a bien découvert le couperet. Mais le côté gag, c'est que sur tous les sujets, on se dit qu'on va en prendre plein la tête. Pour l'instant, on n'a jamais pris plein la tête. Et sur une fiction où je dormais sur mes 2 oreilles, je me suis pris un scud. Et le plus gros scandale qu'on ait eu, c'est pour un livre d'humour qui s'appelle Mimi Stinguette. En fait, il y a une fille qui a un gros poste d'avocate qui se représente en fille qui fait chauffer la carte bleue, etc. Elle fait de l'autodérision sur son côté un peu acheteuse compulsive, qui hésite sur les 60 couleurs de vernis, etc. Et moi, ça m'avait fait plutôt marrer. Et du coup, on l'a publié. La première édition a été pas bonne, du coup, on l'a pilonnée. Mais elle a été dans les mains de certains journalistes. Il y a un journaliste d'Actua BD qui a dit que c'était génial. Les gens ont vu les dessins, sont allés sur son blog. Les dessins n'étaient pas parfaits. Et on est la page d'Actua BD qui a été le plus vue de l'histoire d'Actua BD. Tout le monde s'est défoulé en disant c'est de la merde. Il y en a marre des BD girly pour faire du fric. La boîte à bulles vend son cul. Ils m'ont refusé un bouquin dans le passé alors que je suis 100 fois meilleur qu'eux. Et ça a été l'avalanche. Il y avait des bruits comme quoi tous les auteurs de la boîte à bulles étaient en grève jusqu'à ce qu'on retire le livre du catalogue. Une tempête dans un verre d'eau. Alors en plus, comme le bouquin n'était pas en librairie, le scandale n'a pas fait vendre le livre. Donc là, on est des losers, mais jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire que comme le livre avait été pilonné, le temps qu'on le remette en librairie, le gros du scandale était passé. Donc il y a personne qui s'est dit tiens, je vais aller voir ce que c'est le bouquin. C'est fini, ils avaient regardé sur Internet et voilà. Et il y a des gens qui avaient insulté, mais prenant la fille pour une greluche, enfin, il y avait un mépris pour cette fille. Après, quand elle était au premier festival BD, c'était à Saint-Malo, elle était un peu... voilà. Et il y a des gens qui l'avaient conspuée, qui sont allés faire ami avec elle. Enfin bon. Le plus chaud, ça a été là-dessus, quoi. Et ce qui m'a vraiment effrayé, c'est que ce type de bouquin, ils en sortent partout, chez Delcourt, machin, etc. Mais personne ne lynchera un gros éditeur. Là, les auteurs pouvaient lyncher parce que c'était un petit éditeur.
et que du coup, je n'allais pas demain leur proposer 40 000 € pour faire un livre. Je veux dire, Glénat était pris dans les Panama Papers, Jacques Glénat, il n'y a pas eu de scandale, tout s'est arrêté instantanément. Là, comme c'était la boîte à bulles, un livre qui leur semblait pas génial, ok, c'est leur droit, a déchaîné, voilà. Moi, j'ai juste fait un communiqué de presse en disant, je savais que le dessin n'était pas génial, mais c'est du 2e degré. Si vous me faites un bouquin de 160 pages qui me fasse marrer quasi à chaque page, je le publierai, il n'y a pas de problème. Et je me suis arrêté là et je suis resté tranquille. Mais voilà, c'est vraiment pas le bouquin le plus engagé qu'on ait fait qui nous a fait péter une bombe atomique. Incroyable. Très surprenant. Comme quoi, on peut être engagé en BD et en littérature sans problème en France. La preuve. Bah, ouais, sauf que on se prend des coups, mais pas au bon moment, quoi. Enfin, tant mieux, hein. Enfin, Sur des sujets annexes. Ok. Et peut-être une dernière question, Vincent, concernant la traduction. Est-ce que c'est quelque chose, on sait tous que c'est quelque chose qui coûte plutôt cher. J'imagine, en tout cas en littérature, en BD, je ne sais pas, mais j'imagine que oui. Est-ce que vous avez des traducteurs attitrés ou pas du tout? Est-ce qu'au contraire, vous êtes sur du freelance totalement? Alors la traduction ne coûte pas cher, hein, parce que les avances de surdroit qu'on verse à des auteurs français sont bien supérieures au prix d'achat plus la traduction. On n'a pas énormément de bulles, enfin, même si on a des bouquins des fois assez denses, on n'a quand même pas on n'a pas énormément de bulles. Par contre, comme on fait très peu de livres en traduction, on n'a pas vraiment de traducteurs attitrés. Sur l'italien, on a trouvé une, là. Mais on traduit 2 livres par an, donc c'est très peu. Et on essuie des problèmes quasiment à chaque fois, quoi. Sur Shingal, on en est venu à... Voilà. Il arrive très souvent qu'on retraduise le bouquin derrière. Pour au final, peu de mots, peu de pages, ce qui est encore plus fou. Ouais, mais quand c'est en danois, par exemple, vous êtes bien obligé d'avoir quelqu'un à la base. Alors, il se trouve que le gars que j'ai recruté, là, il parle suédois, ce qui est un peu la même chose, mais il n'était pas encore là. Mais c'est très difficile de trouver des gens qui traduisent bien et traduire une bande dessinée, c'est un peu comme traduire une poésie ou une chanson, il faut que ça coule, voilà. Et du coup, on a rarement des gens qui écrivent des choses qui coulent. La partie texte en bande dessinée, c'est quand même beaucoup de dialogues. Et les dialogues, à mon sens, sont la chose la plus difficile à écrire. Même dans un roman, par exemple, on va avoir des descriptions. C'est plus facile de trouver une description assez réussie qu'un dialogue réussi, à mon sens. Et du coup, je pense que ça rend la traduction d'une bande dessinée parfois plus compliquée, en fait, même s'il y a moins de mots, moins de signes. Et d'ailleurs, sur 2 livres, j'ai utilisé un couple qui était le Simon Hureau, qui est dessinateur et auteur, et sa mère qui est prof d'espagnol. Et j'aime bien ces attelages-là, parce que du coup, j'ai quelqu'un qui est balèze en espagnol, et j'ai quelqu'un qui, derrière, sait écrire de la bande dessinée. Donc ça, c'est un attelage qui est bien. Et c'est un des... Docteur Uriel, c'est le livre où j'ai le moins retouché la traduction. Heureusement, parce qu'il fait 300 ou 400... il fait 400 pages, je crois. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Sinon, on va se quitter là. Ouais. Alors, il est temps de vous remercier tous les 4. Merci infiniment d'avoir été avec nous et nous avoir consacré ce temps. Encore désolé pour ce petit problème technique de démarrage. Mais en tout cas, merci. On a appris énormément de choses et vous êtes passionnants, en tout cas les BD que vous nous avez présentés. Et merci d'ailleurs à Vincent pour les planches que vous nous avez offertes en avant-première, entre guillemets, même si elles sont sur le site, mais pour les livres à paraître. Merci infiniment pour ça parce qu'elles sont toutes vraiment différentes. Clairement, le dessin est totalement différent et à chaque fois, on entre dans l'univers en une seule seconde. Donc, je pense que le pari est réussi, ne serait-ce que pour les ouvrages à venir et évidemment pour ceux qui ont été publiés. Donc, merci à tous les 4. Voilà, merci infiniment à tous les 4 d'avoir joué le jeu à cet exercice. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Ouais. Merci et à peut-être à bientôt. Au revoir tout le monde. Avec plaisir. Allez, Bonne super. soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Bonne Merci à soirée, au tous. revoir.